pendant pas mal de temps, on s'est demandé ce qui se passait, on s'est demandé ce qui tuait les diverses populations aux quatre coins du globe, et on s'est rendu compte donc c'était ce petit champignon asiatique qui est assez problématique. On se rend compte que pas tous les amphibiens sont touchés, que pas toutes les populations sont touchées, on n'arrive pas encore à savoir trop pourquoi, mais dans tous les cas, je pense que d'une manière générale, tous ceux qui, et moi le premier, qui étaient contents avant de partir la nuit en forêt pour pouvoir aller observer des grenouilles, il faut un petit peu lever le pied dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que on va se laver les bottes dès qu'on revient, on va se laver les bottes dès qu'on y va, on essaye d'y aller beaucoup moins qu'avant. Une fois qu'on est allé se balader avec des bottes ou avec des chaussures dans un endroit, si on l'a pas décontaminé, on va changer. Enfin, faut vraiment faire attention. On fait pas de manipulation sur ces animaux-là. On les laisse vraiment tranquilles. À la limite, vous pouvez faire des petits états de population, mais il faut pas aller s'amuser à aller tripoter les grenouilles dans une mare et à passer à la mare à côté. Là, on est vraiment sur des gros problèmes d'ordre mondiaux et il faut vraiment faire attention à ça. Je pense qu'on va vraiment sur un déclin monstrueux de certaines populations. On voit qu'en Allemagne, par exemple, ils ont quasiment plus de salamandres. Et si la souche est morte, la souche est morte. On ne pourra pas la réinventer. Rémi Falqui est spécialiste et éleveur de reptiles et d'amphibiens. Dans le premier chapitre de cette série de 4 épisodes consacrés aux anours, nous avions commencé à voir, comme d'habitude dans Baleines sous gravillon, toutes les bases indispensables de cette famille d'animaux. Ce deuxième épisode constitue la suite et la fin de ces bases avant de passer aux espèces les plus remarquables dans les 2 derniers épisodes. Il existe en effet 5800 espèces d'anours, grenouilles, rainettes et crapauds, réparties en une 50aine de familles. Les grenouilles à elles seules représentent la grande majorité des anours, et même des amphibiens, 80%. Maintenant, et avant de commencer, connaissez-vous vraiment la différence entre une grenouille et un crapaud ? Je présume que vous savez tous que non, la grenouille n'est pas la femelle du crapaud. De même que la chouette n'est toujours pas Madame Hibou. Vous savez aussi sans doute que les grenouilles ont la peau plutôt lisse et humide, ce qui les rend difficiles à attraper, et qu'elles passent plus de temps dans l'eau que les crapauds. Quant à eux, les crapauds ont une peau plutôt sèche et verruqueuse. Mais connaissiez-vous ces petites différences ? Le crapaud n'a pas de dents, alors que la grenouille en a. Le crapaud marche plus qu'il ne saute, ses pattes arrière sont beaucoup plus maigres et plus courtes. Le coassement de Mister Crapaud est beaucoup moins sonore que celui de sa cousine grenouille. Crapaud et grenouille se distinguent aussi par leur manière de pondre leurs œufs. Les crapauds le font en filaments qui s'accrochent au fond de l'eau, alors que les grenouilles déposent leurs œufs en petits tas à la surface. La larve du crapaud porte le doux nom de tétard crapelet. Et enfin, Madame Crapaud s'appelle officiellement la crapaude. Je ne serais pas surpris que même les spécialistes apprennent une chose ou deux dans cet épisode. Au royaume des coasseurs, grenouilles et crapauds, chapitre 2, c'est parti. Rebonjour Rémi, bienvenue dans cet deuxième épisode consacré aux grenouilles et aux crapauds, comment vas-tu ? Salut, super, merci, et toi ? Eh ben ça va bien, je t'envie beaucoup d'habiter dans ton petit coin de paradis où je n'ai encore pas réussi à venir te voir, mais j'y travaille. On va enchaîner sur nos histoires de reproduction des grenouilles. Les œufs sont gélatineux, il n'y a pas de coquille autour, et cette gélatine leur permet d'échanger avec le milieu, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. C'est un gros avantage et un gros inconvénient, le fait qu'ils soient non amniotes. Ils ont toujours été ultra dépendants à l'eau. Pardonne-moi Rémi, tu as employé un gros mot et il va falloir me l'expliquer. Ça veut dire quoi ? Amniote, non amniote ? En gros, tous les animaux qui sont amniotes disposent d'un sac amniotique, ce qui protège l'embryon. Et ça, les amphibiens ne l'ont malheureusement pas. Ils sont tributaires d'un milieu très aqueux, très humide pour pouvoir pallier ce problème-là. Donc c'est un gros avantage dans certaines parties du monde. Par contre, c'est un gros désavantage parce qu'ils sont toujours tributaires de l'eau. Et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça qu'ils sont menacés maintenant. La qualité d'eau est pas forcément terrible de nos jours. Les amphibiens ils disparaissent à cause de ça. Ok. Je voulais ajouter que dans certains cas de reproduction de grenouilles, on a découvert qu'il y avait des algues qui étaient contenues dans les œufs et qui vivent en symbiose, c'est-à-dire qu'ils absorbent le CO2 et que ces petites algues produisent de l'oxygène
pour ce qu'il y a dans l'œuf, le bébé grenouille, le futur tétard. Tu as entendu parler de ce truc? J'en ai pas entendu parler, non. Mais ça m'étonne pas du tout. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre que maintenant, et à mon avis, dans quelques années, on sera vraiment au top. On aura des grosses surprises. Alors, les grenouilles et les crapauds ont plusieurs manières de déposer leurs œufs. Soit elles font des énormes amas dans l'eau, mais tes petites préférées, là, les grenouilles arboricoles, elles ont une autre méthode. Elles pondent un œuf à la fois, où la feuille se rattache à la tige, et souvent il y a de l'eau dedans. Elles pondent un œuf là-dedans, et tu as déjà vu ça? Oui, oui, j'ai déjà vu, j'en ai eu pas mal en reproduction. Très souvent, ils vont choisir les plantes puisqu'on sait qu'entre leurs feuilles, elles ont toujours des petits endroits où il y a de l'eau d'une manière constante. Ça, c'est super important. Ou alors, ça va être dans le creux des arbres, c'est un petit peu plus aléatoire. Elles vont pondre un œuf et le plus intéressant, c'est de voir que très souvent, suivant les espèces encore une fois, les femelles ont tendance, d'une part, à venir nourrir les têtards, c'est-à-dire qu'elles vont pondre des œufs non fécondés dans la petite poche d'eau, comme ça le tétard va s'en nourrir. On sait que c'est quand même un peu pauvre ces milieux-là, qu'il n'y a pas beaucoup de sources alimentaires. Et en plus, si elles voient que la pièce d'eau est en train de sécher, elles vont avoir la possibilité de mettre le tétard sur le dos et de l'amener dans un autre endroit plusieurs mètres plus loin. Donc ça, c'est vraiment assez déroutant. Un terrarium, c'est facile à observer parce qu'on voit les grenouilles avec leur tétard sur le dos et des fois les tétards de grosse taille, des fois même elles en ont plusieurs. Ceux qui arrivent à l'observer dans la nature, les premières fois, ça a dû être un petit peu déroutant pour eux, je pense. Oui, c'est une très belle histoire que tu racontes. Et on voit au passage que les grenouilles prodiguent des soins à leurs œufs, ce que les gens auraient pas peut-être dit comme ça s'ils n'avaient pas écouté Baleine sous gravillon. On va enchaîner sur les têtards, dire que une fois que l'œuf a éclos, le stade du tétard peut durer de 1 semaine à plusieurs années. J'étais très surpris de cette différence. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi des fois c'est 1 semaine et pourquoi des fois c'est plusieurs années? Alors ça dépend d'où est-ce qu'ils évoluent. Très souvent, dès qu'on a des cycles courts, c'est soit que l'animal n'a pas le choix, qu'on a une période des pluies qui va être peut-être de quelques semaines dans l'année. Donc c'est soit elle se reproduit et elle se métamorphose dans un minimum de temps, soit elle est morte, ni plus ni moins. Et après, il y a aussi la période hivernale qui, sur certaines espèces, va être problématique. Par exemple, chez nous en France, si on a une reproduction en début d'année, si les petits ont eu pour X raison un retard de croissance, s'ils sont pas aptes à sortir de l'eau, ils vont entrer en néoténie. Ils vont rester dans ce stade larvaire pour attendre l'année prochaine pour avoir une taille et des conditions optimales pour pouvoir se transformer à ce moment-là. Oui, tu as dit un beau mot, la néoténie, c'est la conservation de caractère larvaire à l'état adulte. L'exemple type de ça, c'est l'axolotl dont on parlera avec toi dans un autre épisode consacré aux urodèles. C'est bien ça, hein? Ouais. On continue l'histoire de nos petits têtards. Les têtards sont essentiellement herbivores et ils broutent un peu des petites choses qu'ils trouvent. Ils ont une petite bouche sans dents, juste un peu kératinisée, et donc ils ont un intestin très long. Et une des transformations, c'est que le typique intestin d'herbivore très long devient un court intestin de prédateur. Et la bouche du tétard se transforme en mandibule, cette grande bouche des grenouilles. Est-ce qu'il y a d'autres changements que tu voudrais signaler, Rémi? Principalement, et tu l'as bien souligné, c'est les régimes alimentaires. À part, encore une fois, les dendrobates qui étaient déjà un petit peu carnivores, entre guillemets, pas principalement, mais elles sont quand même un peu plus carnivores que les autres. Dès qu'elles sont passées du stade larvaire au stade adulte, on a un gros changement du régime alimentaire. On voit les têtards de dessous, on voit tous les zigzags que font les intestins. Or, sur certaines grenouilles, notamment la grenouille de verre, où on a la possibilité donc de voir au travers de cette grenouille-là, on se rend compte que l'estomac n'a plus rien à voir et l'intestin il est vraiment minuscule comparé à ce qu'on aurait pu voir sur le tétard. En parlant de régime alimentaire, on l'a dit, la plupart des grenouilles, même l'immense majorité des grenouilles, ce sont des carnivores, mais il y a une espèce de grenouille, et c'est encore une grenouille arboricole, qui mange des fruits. Est-ce que tu avais entendu parler de celle-là? Pas du tout, tu me l'apprends. Contrairement au serpent, hein, où il y a 0% de végétariens, eh bien, il y a apparemment une grenouille qui peut manger des fruits, et qui s'appelle Xenophila truncata. C'est noté, j'irai voir ça tout à l'heure. On a parlé des soins des parents, donc on a vu que les parents prenaient soin de leurs œufs, tu l'as très bien expliqué, notamment les petites grenouilles qui vivent dans les arbres, qui pondent leurs œufs dans les axilles, c'est-à-dire cette petite poche d'eau qu'il y a entre la feuille et la tige, et puis qui reviennent nourrir leur tétard avec des œufs non fécondés, hein. C'est quand même très maternel, c'est formidable. Il y a d'autres soins des parents qui sont prodigués, et c'est le moment, cher Rémi, où tu vas me parler de mon crapaud préféré, le crapaud alite, le crapaud qu'on appelle accoucheur. Parle-moi de ce crapaud qui existe en France. Alors oui, il existe en France, par contre, j'ai tellement pas observé ça au final. Ah, Je sais que ça c'est un plan A, mais ils utilisent toujours le plan B en fait. et c'est quoi le plan B? Bah, ils les cachent dans un coin et ils se barrent très loin avant de se faire bouffer. Je dis pas que ça existe pas, j'ai toujours vu ça dans mes livres, mais j'ai jamais pu l'observer.
Il y en a un peu de partout, les crapauds accoucheurs. Mais le problème, c'est que ils sont dans des zones de répartition qui sont tellement petites qu'il y a que des prédateurs. Tu les trouves dans des endroits où il y a quasiment que de l'habitation maintenant. Donc, ils sont tout le temps dérangés. Et ils ont plus du tout ce mode de reproduction-là. Dans les livres, oui. En pratique, c'est un des crapauds que j'ai vu le plus. Je les ai jamais vus, comme ça. Eh ben, tu m'apprends quelque chose. D'accord, c'est étonnant. Du coup, leur comportement changerait et s'adapterait. Mais c'est pareil en fait pour les salamandres qui normalement donnent des petits avec les branchies, mais elles les gardent dans le ventre, quitte à ce qu'elles se bouffent entre elles pour qu'elles sortent directement formées. C'est un peu spécifique, mais c'est tellement problématique d'avoir des œufs sur le dos, on est 2 fois plus en danger. Donc dans un milieu qui maintenant est dévasté, c'est problématique. Je dis pas que ça se fait pas, ça se fait moins, je pense. Rémi, on n'en a pas fini avec les soins qu'apportent les parents à leurs œufs puis à leurs têtards. Il y a 2 grenouilles qui ont retenu ton attention. C'est la grenouille de Darwin et une autre grenouille qui ont la particularité de conserver leurs œufs d'une manière extrêmement spéciale. Je te laisse me raconter ça. C'est ça, donc la grenouille de Darwin, on pensait que c'était la seule à faire ça et au final on s'est rendu compte qu'il y en avait une deuxième, voire même une troisième. C'est le même mode d'éclosion, mais c'est pas forcément le même mode d'incubation. La grenouille de Darwin donc fait de la néomélie, comme tu l'as dit, c'est les mâles qui vont garder ça dans les sacs de vocalises, qui vont faire leur incubation là-dedans. Tandis que l'autre, la Rheobatrachus silus, elle va faire une grossesse gastrique. Alors là c'est complètement différent, c'est à l'intérieur de l'animal, ni plus ni moins que de l'ovoviviparité. C'est-à-dire que la grenouille vomit ses propres petits. Exactement. Pour moi, la Rheobatrachus, donc elle est un poil plus intéressante, entre guillemets, tout est relatif, que la Darwin. Ils se sont rendus compte, en examinant ce processus-là, pour pas que ça se fasse digérer, qu'elle émettait la prostaglandine, donc la PGE2, qui était l'anticacide le plus puissant connu. Et grâce à ça, on a réussi à découvrir, et surtout à créer des anti-ulcères ultra efficaces. Grâce aux soins parentaux de Rheobatrachus. On est aux confins de la poésie et de la science grâce à toi. Merci. On va enchaîner, mon cher Rémi, sur les tactiques de défense de nos amis les grenouilles. Et là encore, il y a beaucoup de similitudes avec nos amis les serpentes dont tu nous avais magnifiquement parlé. Alors la première chose que j'ai envie de dire sur la défense des grenouilles, c'est qu'elles ont le corps humide et glissant. Ça aide déjà. Mais toi, je sais que ce dont tu as envie de me parler, c'est surtout celles qui sont vénéneuses et qui ont sur le corps des poisons qui s'appellent des buffotoxines ou des batrachotoxines. Ce sont des alcaloïdes, donc ce sont des poisons très puissants. Et raconte-moi ce que font les Indiens de la forêt en Amazonie avec ces grenouilles. C'est pas des légendes, effectivement, et même encore aujourd'hui, ils continuent à utiliser ces grenouilles-là. Et même, il y a encore certaines tribus qui font comme ça. Malheureusement, ils les sacrifient parce que c'est en stressant qu'elles vont libérer beaucoup de ce poison-là. Il y a certaines espèces, beaucoup de phyllobates, notamment les terribilis, etc., qui portent bien leur nom. Ils frottent leurs flèches donc à la grenouille qui après relâche et qui pourront retrouver quelques jours plus tard. Et ils vont chasser avec ça. Il y en a beaucoup qui pensent qu'effectivement, inoculer un venin, c'est dangereux après si on le mange, mais il se neutralise complètement à partir du moment où on va chauffer, cuire la viande. Donc ils savent très bien que s'ils se piquent pas avec la flèche, ils ont rien à craindre. Tu l'as bien raconté. Alors toutes ces grenouilles très colorées, ça fait plusieurs fois que je prononce ce nom dans Baleine sous gravillon. C'est un nom intéressant, c'est un concept intéressant, ça s'appelle l'aposématisme. Ce sont ces animaux ultra colorés qui annoncent la couleur, pour ainsi dire, qui disent à tout le monde oui, je suis très visible et c'est pour une bonne raison, c'est qu'il faut pas me bouffer. Et ce qui est drôle, c'est que dans toutes les espèces où il y a ça, il y a aussi des petits malins, des imitateurs qui ne sont pas du tout dangereux, qui sont pas du tout vénéneux et qui imitent les couleurs. Et c'est aussi valable chez les grenouilles, notamment Allobates zaparo. J'ai noté ce nom. Tu me confirmes que les grenouilles sont des petites malines qui font ça aussi, comme les serpents, qui imitent les dangereux. Oui, c'est ça. Après, il y en a beaucoup aussi. Elles sont plus ou moins toutes à faible ou à grosse dose vénéneuses, les grenouilles et les crapauds. C'est juste en fait la quantité qui va être létale ou pas sur le prédateur qui va venir les embêter. Mais après, elles ont toutes plus ou moins une source de venin potentielle. Donc, elles mentent pas vraiment, on va dire. Elles mentent sur le fait qu'elles soient létales, mais elles ont quand même du venin. Donc, n'importe quel animal qui va venir, s'il n'est pas immunisé contre, n'importe quel animal qui va venir consommer un amphibien, dans tous les cas, risque d'avoir des maux de ventre. On va continuer à parler des tactiques de défense des grenouilles. Il y en a une que j'aime bien et qu'on pourrait voir en France, puisqu'il s'agit d'un crapaud français. C'est le sonneur à ventre de feu. Le sonneur à ventre jaune, il y a aussi le sonneur à ventre rouge. Et lui, quand on le dérange, il se met sur le dos et il montre les taches de son ventre qui sont rouges ou jaunes vifs. Parle-moi du sonneur.
Alors les sooners, c'est pour ceux justement qui œuvrent un petit peu pour les préservations d'amphibiens, c'est un casse-tête écologique parce qu'il est très très peu répandu et de moins en moins. Il vit vraiment dans des petites niches écologiques et malheureusement, vu qu'il vit dans des zones humides très spécifiques, très pointues, il y en a quasiment plus. Il est vraiment ultra protégé, il y en a vraiment plus beaucoup en France. On parle plutôt du bombina bombina, variegata, etc. Mais effectivement, ces bombinas-là, pour avoir le plaisir d'en avoir vu quand même pas mal de fois il y a une vingtaine d'années, soit ils se cambrent, ils se mettent sur le ventre, ils vont se cambrer, soit s'ils ont la possibilité, ils se retournent et ils montrent donc leur coloration très vive. Ils vont émettre également une petite mousse, donc cette espèce de poison qui va juste nous piquer les yeux, faut pas se toucher les yeux après, mais ils ont une posture assez atypique. Ils vont même émettre de temps en temps des petits bruits, ça leur arrive, ouais, pour essayer de repousser un peu l'adversaire. Ah, la tactique de défense du sonneur, j'aimerais bien voir ça une fois dans ma vie. Peut-être que grâce à toi, tu m'emmèneras dans un coin où il y a des sonneurs. J'enchaîne sur les tactiques de défense de nos amis les grenouilles et les crapauds, et on va continuer à parler d'un crapaud que tout le monde peut voir chez nous, qui est moins en danger que le sonneur. C'est le crapaud commun, Buffo, B-U-F-O 2 fois, hein, c'est le nom de notre bon gros crapaud commun. Et lui, il a une tactique assez rigolote, il se gonfle et il se dresse sur ses pattes, pour montrer qui c'est Raoul. Est-ce que tu me confirmes? La fable n'a rien inventé, hein, on sait très bien d'où il a tiré ses idées. Il va se gonfler d'une part pour impressionner et d'une autre part si l'adversaire ou le prédateur, c'est plus souvent un prédateur, décide d'ingérer, d'engamer la proie, s'il est tout gonflé, il va avoir beaucoup plus de difficultés et très souvent, c'est leur planche de salut, hein, ils arrivent à sortir de la bouche de leur adversaire en se gonflant parce qu'ils arrivent même pas à les engamer. Tu m'apprends un mot au passage, dans le coin de Toulouse, on dit engamer, ça veut dire manger, ou c'est quoi l'histoire? C'est ça, c'est engamé, ouais, c'est avalé, ouais. D'accord. Alors, je vais finir ces tactiques de défense, il y en a sans doute beaucoup d'autres, j'ai noté juste les principales. Il y en a même qui sont capables de faire le mort. Le Buffo americanus, il fait ça. Il fait semblant d'être mort pour échapper au serpent. Ouais, il y en a certains qui font ça. Il y a même les salamandres, si on reste sur les animaux un petit peu locaux, qui vont propulser leur venin. Ok, donc nous avons fini sur les tactiques de défense de nos amis les grenouilles et les crapauds. On arrive à la fin de cet épisode. On va parler un petit peu des coutumes et de la culture liée à ces animaux. Je voudrais commencer par dire que on a introduit, c'est arrivé souvent avec d'autres espèces, des crapauds et des grenouilles dans certaines régions du monde pour lutter contre les insectes et ça a été de grosses erreurs. Une des plus grosses a été d'introduire des crapauds buffles en Australie. On en a introduit 3000 en 1935 et depuis, ils sont devenus extrêmement invasifs, ils mangent tout, ils n'ont pas de prédateurs. Tu me confirmes que ça fait partie de ces terribles erreurs qu'on a faites? C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espèces maintenant qui sont interdites car potentiellement dangereuses. Le cas le plus récent qu'on a eu au niveau des amphibiens, nous, c'est les grenouilles taureaux en Europe. C'était un ancien dentiste en fait aux alentours de Bordeaux qui avait ramené après un de ses voyages aux États-Unis, il avait ramené une douzaine, je crois une vingtaine de grenouilles taureaux, il les a mis dans son lac et il s'est dit parce que c'est sympa, on est à peu près sous les mêmes latitudes, etc. Donc ça devrait vivre. Effectivement, ça a vécu et on se retrouve maintenant avec un petit désastre écologique qui est en train de se profiler d'ici les quelques années à venir parce qu'on a des animaux qui sont 4 à 6 fois plus gros que nos grenouilles françaises classiques et autochtones et qui là font vraiment des gros dégâts, on commence à s'en rendre compte. Ces américaines envahisseuses. C'est ça. Si on arrive à les avoir pour l'alimentation, on pourra peut-être laisser les autres tranquilles. Alors, l'enchaînement est tout trouvé, cher Rémi. On va parler de consommation. Chacun sait que à l'étranger, on nous appelle les froggies, les grenouilles, parce que, les Français, les Belges, les Luxembourgeois et les États-Uniens, tu noteras que je ne dis pas les Américains, hein, il y a d'autres pays aux Amériques que nos amis états-uniens, ce sont les principaux importateurs de grenouilles, et les principaux pays exportateurs sont l'Indonésie et la Chine. Et je crois que rien qu'en Chine, ils exportent aux alentours de 2000 tonnes de grenouilles dont on mange les cuisses. Et tu l'as bien dit, il s'agit de grenouilles taureaux qui sont élevées en Chine. Tu me confirmes? Oui, le peu d'élevage que j'avais pu voir, c'était ça, ouais, effectivement. Ouais. Parce qu'elles sont grosses, elles ont des grosses cuisses, hein, c'est ce qu'on mange dans les grenouilles, c'est leur grosse cuisse qui fait quasiment un tiers du poids du corps. Et puis elles se reproduisent bien, enfin c'est vraiment, elles ont toutes les bonnes caractéristiques, on va dire, ces grenouilles-là. Voilà, alors je suis pas anti-chinois ou pas anti-commerce, hein, mais c'est pas une super bonne idée de consommer des grenouilles qui viennent de loin. On l'a déjà dit, les grenouilles accumulent pas mal de toxines et pour peu qu'elles soient élevées dans un environnement pollué, elles captent
pas mal de cette pollution, hein, les grenouilles. Donc, et puis en plus, elles peuvent être porteuses de salmonelle qui se marient mal avec la joie que peut être un repas. Oui, exactement. Et en plus de ça, elle nous amène les petites saletés, les petits champignons, comme celui qui est en train de tout dévaster en ce moment dans le monde. Oui, c'est peut-être le moment de dire un mot sur ce champignon. Avec plaisir, oui. En gros, il y a ce champignon qui est arrivé d'Asie. Pendant pas mal de temps, on s'est demandé ce qui se passait, on s'est demandé ce qui tuait les diverses populations aux quatre coins du globe, et on s'est rendu compte donc c'était ce petit champignon asiatique qui est assez problématique. On se rend compte que pas tous les amphibiens sont touchés, que pas toutes les populations sont touchées. On n'arrive pas encore à savoir trop pourquoi, mais dans tous les cas, je pense que d'une manière générale, tous ceux qui, et moi le premier, qui étaient contents avant de partir la nuit en forêt pour pouvoir aller observer des grenouilles, il faut un petit peu lever le pied dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que on va se laver les bottes dès qu'on revient, on va se laver les bottes dès qu'on y va, on essaye d'y aller beaucoup moins qu'avant. Une fois qu'on est allé se balader avec des bottes ou avec des chaussures dans un endroit, si on l'a pas décontaminé, on va changer. Enfin, faut vraiment faire attention. On fait pas de manipulation sur ces animaux-là. On les laisse vraiment tranquilles. À la limite, vous pouvez faire des petits états de population, mais il faut pas aller s'amuser à aller tripoter les grenouilles dans une mare et à passer à la mare à côté. Là, on est vraiment sur des gros problèmes d'ordre mondiaux et il faut vraiment faire attention à ça. Je pense qu'on va vraiment sur un déclin monstrueux de certaines populations. On voit qu'en Allemagne, par exemple, ils ont quasiment plus de salamandres. Et si la souche est morte, la souche est morte. On pourra pas la réinventer. Alors, tu en as très bien parlé, mais tu as pas dit exactement ce que ça produisait chez nos amis les grenouilles et les urodèles, les tritons et les salamandres. Ça leur ronge la peau, c'est ça? Effectivement, ouais, ça leur ronge la peau. Il me semble que la plupart, en fait, meurent d'arrêt cardiaque au bout d'un moment. C'est assez problématique. Donc après, il n'y a plus d'échange, donc il n'y a plus d'oxygène, enfin, et tout ce qu'on a vu auparavant. On va enchaîner sur les aspects médicaux. Les grenouilles ont eu leur heure de gloire en science à leur détriment, hein. Le biologiste Galvani a montré que l'influx nerveux se transmettait grâce à des impulsions électriques et il a fait ses premières expériences, c'était au XVIIIe siècle, sur des grenouilles. Les élèves d'aujourd'hui, les plus jeunes d'entre nous, ils n'ont pas connu ça, mais on a tous disséqué, enfin en tout cas moi, je me souviens avoir disséqué des grenouilles au lycée, ce qui est un peu cruel et idiot. On fait plus ça aujourd'hui, il me semble. Oui, merci. Merci, en effet. Il y a eu beaucoup d'expériences sur les grenouilles. On a inventé, on a perfectionné des tests de grossesse grâce aux grenouilles. On a beaucoup pu travailler sur le clonage grâce à elles, sur les cellules souches, et il me semble même qu'on en a envoyé dans l'espace. Grenouille, je sais pas. Je sais qu'il y avait eu justement moi qui suis à côté de Toulouse, ça je l'ai vu pas mal de fois. De la salamandre, ça je sais que des salamandres on en a envoyé pas mal dans l'espace, beaucoup d'ambistomas, mais en grenouille je sais pas. J'ai pas eu vent de ça, mais c'est pas un problème. On a à peu près tout envoyé dans l'espace. Des grosses grenouilles blanches dont j'ai oublié le nom là. Ah, les Xenopus levis alors, les grenouilles aquatiques. Oui. De fortes probabilités, c'est les seuls qui sont. Oui, il y a de fortes chances que ce soit ça. Tu vois, c'est un bon exemple parce qu'elle a été interdite parce que justement, elle est potentiellement invasive et on a retrouvé à côté de Bordeaux des petites populations de ces grenouilles-là, des Xenopus levis. Ouais, tout ça n'est pas prudent. On va terminer cette émission, cher Rémi, en parlant un peu de culture, on va se faire plaisir. Alors les plus jeunes d'entre nous ne connaissent peut-être pas Kermit, la célèbre grenouille plutôt sympa du Muppet Show, qui est une émission à base de marionnettes qui a été créée en 1976 et qui a été lancée en 77 en France, la même année qu'est sorti le premier épisode de la Guerre des Étoiles. Kermit, c'est le nom qu'on a donné à une espèce de grenouille, la grenouille de verre. Effectivement, la grenouille de verre, on en entend de plus en plus parler parce qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qui a tendance à être mignon revient un petit peu sur le devant de la scène, ce qui est pas plus mal pour sensibiliser sur certaines espèces. Mais effectivement, la grenouille de verre refait un petit peu plus parler d'elle depuis quelques années, ouais. Et on l'a surnommée Kermit, elle a une pupille horizontale, ce qui lui donne mais vraiment un air de ressemblance avec Kermit du Muppet Show. Et c'est vrai qu'elle est toute mimi, toute verte, et que on en a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, tu l'as très bien dit. Culture toujours, qui ignore que les pluies de grenouilles ont fait partie des 10 plaies d'Égypte. Les frères Grimm ont écrit un beau conte qui est resté dans toutes les têtes aussi d'un beau prince qui était au départ un crapaud ou une grenouille que la princesse doit embrasser. Est-ce que c'est pour ça que toi tu aimes les grenouilles et les crapauds ? Il y a toujours cette petite légende de croire que embrasser un crapaud, ça va vous donner les boutons. Alors, je vous conseille pas d'embrasser les crapauds, notamment par rapport aux pathologies dont on a parlé précédemment. Mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous roulez une galoche à un crapaud, vous allez avoir des boutons sur la lèvre. Rémi, tu m'inquiètes, tu roules pas de galoche à tes crapauds quand même. Non, pas devant témoin. Sur ces révélations concernant ta vie privée, mon cher Rémi, on va mettre fin
à ces 2 épisodes sur les anours en général, et j'aurai le plaisir de te retrouver très bientôt, comme on avait fait pour les serpents, pour passer en revue les espèces les plus remarquables, les plus belles, les plus incroyables, celles dont il faut parler au cas par cas. Je te remercie beaucoup Rémi, prends soin de toi, à très vite, salut. À très bientôt. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.